Ah, mon Dieu, vous êtes là. Eh oui, j'étais en train de jouer avec ma catapulte. Mais non, c'était pour le gag. Je fais toujours ça au début pour vous surprendre. Alors, bienvenue à cette capsule de révision, Histoire secondaire 2, module 4, la révolution industrielle. C'est pas vrai, là, je passe pas mon temps à jouer avec ma catapulte chez nous. Là, j'ai d'autres choses à faire, là, comme faire des capsules vidéo, par exemple. Alors, dans la première partie, nous allons voir les critères d'évaluation, les opérations intellectuelles qui seront toujours la même chose, hein, se situer dans le temps et dans l'espace. Alors, on va avoir une ligne du temps globale, comme d'habitude, ainsi que la ligne du temps de la révolution industrielle. On va aussi avoir carte du monde, située où ça a commencé, donc au Royaume-Uni, ensuite aux États-Unis, la France, l'Allemagne, il va falloir situer ça. Après ça, on va avoir des causes, donc des facteurs de l'augmentation. Comment ça se fait que les villes se sont mis à grossir comme ça, qu'il y avait de plus en plus de monde? On va parler d'urbanisation, d'industrialisation, donc c'est étroitement lié, vous allez voir. L'urbanisation étant le développement des villes à grande échelle et l'industrialisation, les usines qui vont se développer à grande échelle parce que c'est aussi à la ville que ces usines-là, ces industries-là vont s'installer. Et c'est un départ. Alors, notre plan de révision. Tout d'abord, comme à chaque fois, la fameuse ligne du temps historique avec les périodes et les dates. Alors, on s'en vient ici, mais tant qu'à être là, on va tout de suite faire la ligne du temps de la révolution industrielle spécifiquement. On va y aller avec les mots importants aussi lorsqu'on va être là. Alors, voici, on va sauver du temps. La préhistoire, toujours le même principe. Lorsqu'on dit que c'est moins 10 000 ans, c'est donc la sédentarisation. Si on dit que c'est 3 millions à 3500 avant Jésus-Christ, c'est la préhistoire. La préhistoire se divise en deux. C'était la période nomade qui s'en va à la période sédentaire. C'est pour ça qu'on dit la sédentarisation. Donc, il ne faut pas se mêler dans les dates. Après, c'est toujours la même affaire. Antiquité, le Moyen Âge qui se divise aussi ici, aux 2 tiers à peu près, ou aux 3 quarts, là, c'est selon. On va avoir la période de la Renaissance qu'on a vu au début de l'année. La Renaissance chevauche 2 périodes, c'est-à-dire Moyen Âge et temps moderne. 1492, bien sûr, Christophe Colomb. 1476, c'était chute de l'Empire romain. 1789, Révolution française. Donc, ça nous amène à la période contemporaine. On passe des temps modernes à la période contemporaine. Alors, on décroche ensuite la période contemporaine et ça nous amène à l'industrialisation ou, si vous préférez, la révolution industrielle. Ça commence comment? Ça commence ici 1750. Déjà, on a une modernisation de la machinerie dans les campagnes. Cette modernisation-là va entraîner un exode rural. C'est pas juste ça, là. Il y en a qui voulaient aussi aller à la ville graduellement parce que ça offrait de meilleurs emplois, de meilleures possibilités et surtout le progrès. Alors tout ça nous amène à l'urbanisation qui, elle, est étroitement liée avec l'industrialisation. C'est lié ensemble, ça. Parce que l'urbanisation amène l'industrialisation et l'industrialisation amène aussi un développement de l'urbanisation. Donc, urbanisation, développement de la ville à grande échelle, industrialisation, développement des industries à grande échelle qui se fait à la ville. Et là, ben, dans l'industrialisation, on va avoir à un moment donné des conditions ouvrières. On va voir ça un petit peu plus loin, les conditions ouvrières qui au début vont être très, très, très mauvaises. Alors, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Vous voyez, les dates en bas, c'est indicatif. Parce que vraiment, la période traitée, c'est sûr que les gens vont à la ville, les villes se développent, l'industrialisation. Mais vraiment, ce lien-là, l'augmentation de l'urbanisation et l'industrialisation, ça se fait vraiment entre 1850 et 1900. Alors, c'est sûr qu'en Angleterre, ça s'est fait graduellement. Et ensuite, ça s'est développé. Le Canada et le Québec, la première phase était ici. La deuxième phase est juste un petit peu avant 1900, là, mais c'est les années 1900 qui vont entraîner la deuxième phase d'industrialisation. Ça, vous allez voir ça plus en secondaire 4. Mais tant qu'à être là, on peut en parler.
mais c'est vraiment ici, là, grosse industrialisation au Royaume-Uni, suivi des États-Unis et par le fait même ensuite le Québec et le Canada. Alors, quand on parle d'exode rural puis la modernisation des campagnes, on avait dans nos mots-clés, si on revient ici, regardez, on a un mot-clé ici qu'on appelle le principe d'enclosure. C'est enclosure là, en anglais, mais vu que mon accent est tellement bon, je le dis un peu en français. C'est quoi ça? On s'en vient ici. Voyez, étant donné qu'il y a plus d'habitants dans les villes, il faut une plus grande production à la campagne pour nourrir tous ces gens-là. On a l'amélioration de la machinerie spécialisée, ce qui fait en sorte que des hommes d'affaires vont se lancer dans l'agriculture à grande échelle. Ils vont acheter les terres des paysans ou des petits agriculteurs qui, eux, n'ont pas les moyens de se payer la machinerie spécialisée. Alors, eux, les hommes d'affaires, vont regrouper et fusionner les champs. Ils vont mettre des haies et des barrières. C'est ce qu'on appelle ici l'enclosure. Alors, si on avance les questions, regardez comme ça. Qu'entraîne l'amélioration de la machinerie spécialisée, besoin de moins de travailleurs et par le fait même des jeunes personnes quittent pour la ville. Phénomène d'enclosure, vous voyez, vous l'avez ici. Clôturer des champs par des barrières ou par des cèdres dans le but de délimiter les terres. Et ici, vous voyez le lien qu'on peut faire entre l'augmentation des gens à la ville et l'appropriation des terres agricoles par les hommes d'affaires. C'est que la mécanisation fait en sorte qu'on a besoin de moins de travailleurs. Certains vont dans les villes pour travailler ou, comme j'ai dit tantôt, d'autres pour avoir une vie meilleure. Allons-y avec se situer dans l'espace. Donc, carte du monde du Royaume-Uni, l'Angleterre, mais on parle souvent de Royaume-Uni parce qu'on va le voir tantôt, c'est quoi le Royaume-Uni? Bougez pas, on s'en va là immédiatement. Carte du monde, vous voyez, comme ça. Donc, Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, les Pays de Galles, l'Écosse au nord et l'Irlande du Nord. C'est vraiment le Royaume-Uni. Après, on situe les États-Unis, la partie continentale, ici l'Alaska et les îles d'Hawaï. Et la France, on va changer de couleur. La France ici. Et l'Allemagne, on va changer de couleur aussi. C'est ici. Ce sont les 4 premiers pays qui vont vraiment, vraiment développer l'industrialisation. Si on place ces pays-là, à part les États-Unis bien sûr, mais sur une carte d'Europe, donc comme je disais, vous voyez, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord font partie de ce qu'on appelle le Royaume-Uni. La France ici en bleu et l'Allemagne ici en orange. Voilà, ici vous avez la Belgique, les Pays-Bas, là, mais c'est vraiment ces 4 pays-là, les 3 ici, là, avec les États-Unis en Amérique. Ensuite, ça va se développer bien sûr en Belgique, puis après ça, les Pays-Bas, puis ça, tout le monde va se développer et le Canada et le Québec n'y échapperont pas aussi. Donc, plan de révision, comme je disais, les facteurs de l'augmentation de la population dans les villes. Qu'est-ce qui fait que les villes vont se développer et vont grossir à ce point-là? Oui, bien sûr, il y a l'arrivée massive des gens de la campagne, l'exode rural, mais il y a d'autres causes aussi. Alors, allons-y. Nous y voilà. Augmentation de la population. Alors, les causes, diminution des guerres. On a moins de guerres en Europe. Alors, on a aussi des progrès dans la médecine. Donc, ces 2 premières causes-là, c'est sûr que ça entraîne plus de naissances, moins de décès, plus de naissances parce que lorsqu'il y a moins de guerre, les gens sont à la maison, les familles vont bien. Alors, oui, on va faire plus d'enfants. Progrès de la médecine, les gens vivent plus longtemps, moins de décès. On a aussi un adoucissement du climat. Et on a une nouvelle alimentation qui aide avec les nouvelles plantes importées d'Amérique, entre autres la pomme de terre et la tomate. Ça offre une meilleure alimentation, meilleur apport en vitamines dans les assiettes des gens. Je suis de retour. Alors, dans cette deuxième partie-là, nous allons toujours les opérations intellectuelles. Ça va parler de... on va établir des faits. On va parler des groupes sociaux, les nouveaux groupes sociaux qui sont arrivés à la révolution industrielle.
On va parler aussi des changements. Vous allez voir, ça, c'est le fun. Les changements, on a toujours ça, là, changement ou continuité. Dans ce cas-ci, ça va être des changements. Comment ça marchait, la production au Moyen Âge, la production à la Révolution industrielle et la production aujourd'hui. Donc, les changements dans les usines. Au début, c'est un atelier. Ensuite, travail à la chaîne. Après ça, vous allez voir, c'est robotisé et informatisé. Par la suite, on va parler des problèmes dans les usines, les mauvaises conditions de travail, l'arrivée des syndicats, donc le syndicalisme, on va parler de ça. Et après ça, on va avoir encore établir des faits là, avec des petites définitions, le libéralisme économique, le capitalisme, les capitaux qui sont de l'argent. On va voir aussi l'industrie du textile qui a été le premier secteur où l'industrialisation a fait son œuvre. La pyramide sociale, donc pyramide sociale ici de la révolution industrielle avec l'arrivée de nouveaux groupes, donc les nouveaux groupes qui font leur apparition. Le principal groupe qui fait son apparition, c'est la bourgeoisie qui vient s'insérer sous la noblesse. Alors, si on vient voir ici, regardez bien. Voilà. Alors ici, on a la noblesse. Oups, un petit peu de petite faute. Noblesse. Voyons. Noblesse, comme ça, on va l'avoir. Ensuite, vous voyez la bourgeoisie ici. Donc, la petite bourgeoisie, là, c'est vraiment, ils viennent s'insérer ici. Les gens de la bourgeoisie, le nouveau groupe social vient s'insérer ici. C'est des gens qui vont travailler très, très fort. C'est des gens qui vont se lancer en affaires dans le but d'améliorer leur sort. Alors que la noblesse, eux, étaient riches de père en fils. C'était héréditaire. Alors que la bourgeoisie, on va dire que c'est socio-économique. Eux, avec leur travail, leur investissement, ben, ils vont s'enrichir dans le but d'améliorer leur sort. Alors, c'est vraiment le nouveau groupe qui fait son apparition. Et on a un groupe aussi, c'est pas un nouveau, c'est juste qu'avant c'était le peuple, maintenant on va l'appeler ce groupe-là, la classe ouvrière. Ouvrière, comme ça, qui vont être plus les gens du peuple qui, eux, vont travailler pour la bourgeoisie dans des usines. Donc, le peuple, encore une fois, l'exode rural, arrive à la ville, vont aller dans les industries, industrialisation, et les gens de la bourgeoisie, eux, vont faire travailler la classe ouvrière. C'est ce qui va entraîner, comme je disais tantôt, les conditions ouvrières qui ne seront pas toujours bonnes. Changement dans le secteur industriel, donc du Moyen Âge à aujourd'hui. Quels sont les principaux changements? Regardez bien, on a des images qui sont... Une image vaut 1000 mots, vous allez voir. Voilà, alors ici on a 3 images. Image 1, image 2 et image 3. Ici on parle de changement. On a souvent ça, changement, continuité. Ici c'est vraiment changement. Ici, premier changement entre l'image 1 et 2. Alors c'est quoi? C'est qu'au début, surtout au Moyen Âge, les gens travaillaient, là vous allez dire 1650, c'est pas le Moyen Âge, effectivement, là, mais si on prend le Moyen Âge et le début des temps modernes, là, pour être plus précis, les gens travaillaient dans un atelier. Ils avaient un bien, un produit unique. C'est sûr qu'ils pouvaient, l'artisan, le forgeron, pouvait faire plusieurs biens, même produits, mais ils étaient faits toujours à la main, donc ils devenaient uniques. Avec l'image 2, c'est quoi? C'est les gens travaillent dans une usine. Ils font du travail à la chaîne. Je dois absolument retrouver cette expression-là dans l'examen. À l'image 2, c'est du travail à la chaîne. Chaque ouvrier fait une tâche précise. C'est sûr que ça peut être répétitif, et c'est d'ailleurs une critique qui va être faite en ce qui a trait à la révolution industrielle, travail dans les usines. Mais c'était comme ça, au travail à la chaîne, des ouvriers spécialisés. Ensuite, si on prend la différence entre l'image 2, ce n'est pas la différence, c'est le changement. C'est une différence aussi, mais c'est le changement. Qu'est-ce qu'on a comme changement ici? On reprend ici, donc travail à la chaîne, les gens travaillent dans une usine, des ouvriers spécialisés qui font la même tâche. Et là, le grand changement depuis 1990 et encore aujourd'hui, c'est les gens
vont être remplacés par des machines. Donc, ça va être robotisé, informatisé. Au même titre que je dois retrouver travail à la chaîne dans l'image 2, je dois retrouver ici le mot ou l'expression travail informatisé, robotisé. Je dois avoir ça à l'examen. Alors, si on descend un petit peu, comme ça, on dit que l'industrialisation au départ dans les usines, ça va se développer avec la source d'énergie qui est le charbon. Le charbon sert à faire fonctionner la machine à vapeur inventée par M. Watt, James Watt. Donc la source d'énergie, c'est pas la vapeur, c'est vraiment le charbon. Et au début, dans les usines, le premier secteur qui va être vraiment développé, c'est le textile, donc l'industrie des vêtements. Problème dans les usines, hein, les mauvaises conditions ouvrières, on en a parlé tantôt là, au début avec la ligne du temps. Alors, quelles sont ces mauvaises conditions ouvrières-là? Et ça va amener l'arrivée du syndicalisme, donc les syndicats qu'on connaît aujourd'hui. Il va y avoir plusieurs modifications, mais c'est vraiment à la révolution industrielle que le syndicalisme arrive. Alors, allons voir les mauvaises conditions ouvrières. Les gens qui ont de l'argent sont des gens puissants, donc la bourgeoisie. Alors, on dit ici que la société dépend de son statut socio-économique, on en a parlé tantôt. Donc, c'est la personne qui développe sa place dans la société avec ses investissements, son travail, donc son argent. C'est ce qu'on appelle la bourgeoisie, on en a parlé tantôt, le groupe social de la bourgeoisie. Et là, on dit que les gens qui sont plus pauvres doivent travailler, c'est le groupe social classe ouvrière, et ils n'avaient aucune garantie de garder leur emploi. Étant donné qu'il y a énormément de personnes, ben, les patrons ont le choix d'engager qui ils veulent. Mais là, à l'examen, écrivez-moi pas, il y avait des mauvaises conditions de travail. On le sait. Je veux des exemples. Donc, ils pouvaient être congédiés en tout temps en raison du nombre de personnes grandissant à la ville. Donc, sans assurance emploi, sans assurance maladie, quelqu'un qui se blesse, quelqu'un qui est malade, sans congés parentaux, donc la dame qui tombe enceinte et qui accouche. Souvent, qu'est-ce qui arrivait? C'est « Ah, ben, félicitations, madame, vous êtes enceinte. Ben, prenez soin de votre enfant, mais ça se peut que lorsque vous allez revenir, vous n'ayez plus de job. On va peut-être avoir engagé quelqu'un qui fait un meilleur travail que vous. La personne est malade. Ah, ben là, c'est bien plate. Va-t'en chez vous, t'es plus capable de travailler. Mais ça se peut que j'engage quelqu'un parce qu'il y en a plein qui attendent leur tour. Lorsque tu seras guéri ou lorsque tu seras remis de ta blessure, si c'est une blessure, ça se peut que tu n'aies plus d'emploi. Ou des fois, c'était directement « Ah, ben là, tu es tout le temps malade, tu es congédié. » Parce qu'il n'y avait pas de syndicat. Donc, les contremaîtres, les patrons, menaçaient constamment les gens qui pouvaient être congédiés sans raison. Ils les faisaient travailler aussi de longues heures dans la même en les faisant travailler de longues heures dans la même et dans la même semaine. On a un problème ici, là, c'était dans la même journée. Ici, là, il aurait dû être écrit dans la même journée et dans la même semaine. Alors, c'est ce qui arrive. Beaucoup d'heures dans la même journée, beaucoup d'heures dans la même semaine. Regardez, on a ça ici comme ça. Parfois, ils pouvaient travailler de 6 heures à 18 heures dans la même journée, sans pause et avec seulement 30 minutes pour dîner. C'est ce qu'on appelle ici, voyez, la classe ouvrière. Différence entre le libéralisme économique et le capitalisme. Ça peut se ressembler, mais il y a des petites différences. Le libéralisme économique, c'est vraiment une doctrine qui fait en sorte que les gens peuvent se partir en entreprise, peuvent se partir un commerce. C'est vraiment le libéralisme. Dans le mot libéralisme, on a le mot liberté. Donc, on peut se partir en affaires. Alors que le capitalisme, c'est surtout des grosses entreprises qui, eux, vont faire énormément d'argent. C'est l'accumulation d'argent. Et dans le capitalisme, on reçoit le mot capital. Nous avons le mot capital, capitaux, donc c'est de l'argent. Et non pas, là, quand il y a un E ici, là, qu'on dit c'est la capitale d'un pays, là, ça se ressemble, mais c'est pas du tout pareil. Ici, c'est un mot masculin, c'est le capital, donc de l'argent, des capitaux. Une fonderie et industrie du textile, donc on l'a dit tantôt, industrie du textile, c'est le premier secteur qui a profité ou qui s'est développé grâce à l'industrialisation.
La fonderie, on va aller voir ça. On a des images, bougez pas. Vous voyez, on a des mines de charbon ici. Donc, on pouvait avoir des problèmes de dos, problèmes de cheville, il y avait des blessures. Il y avait une mauvaise hygiène. Ce que ça veut dire, c'est mauvaise respiration. Regardez ici, parce qu'on est là, on transporte le charbon. Il pouvait y avoir des chutes ici. Il pouvait y avoir des effondrements de tunnels. Comme je disais tantôt, mauvaise respiration en raison des émanations de charbon. Alors, ça allait vraiment pas bien. Une fonderie, vous avez ça ici. Donc, vous voyez beaucoup d'hommes qui travaillent pour faire des rails qui serviront au chemin de fer. Donc, ils pouvaient avoir des blessures associées au transport de rails. Ça pouvait aussi, on pouvait avoir des mains écrasées par des rails. L'enclume qui va venir frapper pouvait être échappé sur nous, donc frapper pour aplanir ou aplatir le rail. Il y a énormément de chaleur. Il y a vraiment un mauvais éclairage. Il y a aussi mauvaise aération des lieux. Alors, tout ça, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça qu'on veut avoir le syndicat. Ici, métier à tisser, comme on disait, premier secteur qui est développé grâce à l'industrialisation. Donc, métier à tisser, c'est pour le textile, pour les vêtements. On engageait des femmes et des enfants. Et lorsque le métier à tisser bloquait à cause d'une accumulation de coton, un moton, c'est le cas de le dire, hein, de coton qui est pris, on faisait venir l'enfant, puis là, l'enfant, avec ses petits doigts, était capable d'aller décongestionner ou débloquer, retirer le coton, mais des fois, on n'arrêtait pas la machine, donc la machine repartait. Qu'est-ce qui arrivait? L'enfant avait les doigts là, le bras là, et le doigt passait dans le tordeur, c'est le cas de le dire, et ça pouvait provoquer des amputations, écrasement des doigts, c'était l'enfer. Alors, on voulait, à un moment donné, on s'est dit, il faut que les enfants arrêtent de travailler. Mais on n'avait pas le choix. Des fois, il fallait faire travailler la femme, travailler l'enfant, parce que ça coûtait excessivement cher, les conditions ouvrières. Je vous emmène à une autre photo, ça sera pas long, bougez pas. Voilà, alors, à quoi ça ressemblait un quartier ouvrier? Donc, vous avez ici l'usine. Les gens habitaient proches parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se déplacer. Alors, c'était plus facile, ils vivaient proches. Mais le problème, c'est que les logements appartenaient souvent aux propriétaires des usines. Fait que qu'est-ce qui arrive? Le patron va vous donner un salaire, mais il va recevoir par la suite un peu de cet argent-là par la banque parce qu'il récolte de l'argent des loyers dans lequel vous habitez. En plus, qu'est-ce qui arrive? Des fois, vous aviez des propriétaires qui avaient un bar, une auberge, une taverne. Et là, ben, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait des hommes qui, à la fin de leur travail, lorsqu'ils recevaient leur paye, s'en allaient pas tout de suite à la maison, s'en allaient avec des amis dans les bars, les tavernes, ils dépensaient. Puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? Le propriétaire, par la banque, va recevoir aussi de l'argent qui est investi par le client dans son hôtel. Et les propriétaires, ben, eux, les quartiers ouvriers, les maisons, les appartements, c'était vraiment, vraiment pas entretenu. Des fois, ils pouvaient avoir un bain par étage ou même un bain par logement. Alors, c'était vraiment pas facile pour les ouvriers de l'époque. Alors, on a ici la petite définition. Regardez. Le but, c'est de faire des profits par les propriétaires d'usines. Ils vont construire des logements. Les ouvriers, oui, sont près de leur travail, mais ils habitent les logements qui appartiennent aux propriétaires. Ils payent leur logement avec leur salaire. Forcément, cet argent-là est retourné aux propriétaires. Alors, c'était vraiment pas évident. Alors, c'est terminé. Comme à chaque fois, n'oubliez pas, question de révision sur les autres modules et de connaissances générales, c'est-à-dire les océans, continents, toujours pareil. Les capitales du Canada, ben avec les provinces bien sûr, et les frontières maritimes et terrestres du Canada et du Québec. On fait attention pour ne pas se faire prendre. Et comme je disais, on est module 4, on revise le module 3, 2 et 1. Alors, je vais retourner à ma catapulte. Oui, non, oui, non.